Vous êtes Bonjour. architecte des PLG et vous avez travaillé notamment, alors moi j'ai noté dans la structure qui s'appelle Réhéritage, mais j'ai surtout noté sa mission qui était l'adaptation du patrimoine architectural du XXe siècle aux nouvelles données climatiques et notamment l'histoire des normes. J'ai noté. Voilà. Ça va ? L'histoire des normes qui ont changé encore la semaine dernière et qui changeront encore la semaine prochaine. Donc, à vous de nous parler un petit peu plus de l'avenir de ce côté-là. Ici, merci. là, derrière moi, vous voyez l'immeuble dont je vais vous parler tout à l'heure comme exemple. Donc vous allez avoir un choc, parce que là, je parle plutôt des grands ensembles que de la maison individuelle. Voilà. Alors là, donc vous avez l'idée que adapter, c'est bien, parce qu'il faut adapter pour habiter et qu'on ne va pas avoir le choix, mais qu'il faut en plus adapter pour cohabiter. Parce qu'un immeuble où vous avez 1000 personnes, ou 1500 personnes, ou 3000 dans le même immeuble, vous pensez que c'est assez compliqué. C'est-à-dire que chacun fait un petit peu comme il le sent, et donc nous avons des réunions de copropriété avec 500 copropriétaires. Donc la ville, c'est quelque chose de très très dur. Si on la regarde comme ça, pour la plupart des gens d'ici, je pense que la ville, vue comme c'est là, c'est quelque chose de brutaliste. Mais dans la réalité, c'est à l'intérieur quelque chose de très doux et quelque chose que nous allons être obligés d'habiter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étaler... il y a 35 millions de logements en France, et dans ces logements, il y en a plus de la moitié qui sont empilés les uns sur les autres. Il n'est pas question d'étaler tous ces logements sur la totalité du foncier, parce qu'on ne va pas y arriver. Et en plus, il faudrait des infrastructures telles que pour déplacer les gens, ça ferait un peu comme aux États-Unis avec ces énormes... voilà. Donc, je vous précise que... Voilà, c'est ça. André Wojcinski, c'est un architecte qui travaillait avec Le Corbusier pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, qui a participé au mouvement moderne et à la charte d'Athènes. Je vous expliquerai après ce que c'est. Jean Dubuisson, c'est un architecte qui a construit plus de 15 000 logements au bas mot, et dont cet immeuble-là. Voilà. Et donc, pendant les conversations, j'ai été très surprise parce qu'au départ, on se disait... ce qu'ils construisent là, à la reconstruction, c'est-à-dire en 1950, quand il a fallu construire, entre autres, pour les rapatriés d'Algérie, on a construit très vite. Et nous, on défendait le fait que non, on avait construit très vite, mais que certains ont construit très bien. En revanche, quand on les entend parler en 1970, ces deux messieurs, qui sont charmants, disent « Oui, mais nous, on avait construit pour 10 ou 20 ans. On n'avait pas prévu que c'était construit pour longtemps. » Et en revanche, maintenant, on s'aperçoit que ces logements construits en 1960, on va les garder. C'est-à-dire qu'on va faire avec. On ne va pas les démolir tous. On en a démoli beaucoup, mais on ne va pas tous les démolir parce qu'on n'aura jamais les moyens de reconstruire pour toutes ces personnes. Il faut bien loger les gens quelque part. Voilà. Et il faut laisser du foncier. Donc, on va avancer. Donc, voilà. Nous, pour des architectes, l'architecture, la maison, votre maison, c'est ce qu'on appelle la demeure. C'est-à-dire que vous habitez là, mais c'est aussi... Il y a des gens pour qui c'est une tiny house ou même une voiture aménagée, enfin un camping-car. Voilà. Et puis, en montant, si vous voulez, il faut le prendre dans ce sens-là. On va avoir le problème du logement, du bâtiment, du îlot, du quartier, du paysage, de l'urbanisme, du territoire et la globalisation mondiale. Donc, notre problème à nous, c'est de savoir à quelle échelle on intervient. C'est-à-dire les échelles se modifient tout le temps. C'est-à-dire que l'urbaniste, il va dire « Ah ben moi, je veux ça à tel endroit, donc on va être l'îlot et le quartier ». Mais ça va être contradictoire avec le bâtiment, parce que les syndicats de copropriétaires ne seront pas d'accord, qu'on mette des arbres devant chez lui parce qu'il veut ci, il veut ça. Bon, tout ça, c'est en permanence en conversation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler la demeure toute seule ou même le logement tout seul de tout le reste. Voilà. Alors ça, ce sont les mots, en fait, les modifications
des termes qu'on emploie depuis à peu près une trentaine d'années pour savoir quand on parle de l'isolation, de la modification, de l'amélioration, du confort. Du confort. Et alors, à l'époque, on pensait toujours au confort d'hiver. C'est-à-dire, on luttait contre le froid, mais on ne luttait pas contre le chaud. Donc, vous allez retrouver, vous pouvez en rajouter des mots. Parce que je pense qu'il y en a d'autres que vous connaissez. Donc, on parlait au départ, on parlait de rénovation énergétique, de réhabilitation thermique, restructuration lourde. Pour avoir des aides nationales, des aides institutionnelles, il fallait faire tout ça à la fois. C'est-à-dire que si vous ne faisiez pas tout, vous n'aviez rien. C'était tout ou rien. C'est ce qu'on appelait les triples gestes et tout ça. On a essayé d'aider un peu partout comme on pouvait. Donc après, on a fait de la rénovation, mais de l'urbain. Donc on a essayé d'améliorer, de moderniser, bon, un peu de reconstruire. Alors après, on a employé requalifier. Alors ça, on requalifiait tout. C'est vrai, hein, on requalifiait tout. Alors on changeait les noms, hein. Franchement, requalifier, bon, c'est un peu compliqué. Alors maintenant, on fait du renouvellement urbain. On intervient, on transforme, on régénère. Alors la renaturation est très importante. C'est le re dont vous parliez tout à l'heure. Re quelque chose. Donc maintenant, on renature. En fait, ça veut dire on replante. Hein, renaturer, c'est revenir sur ce qui devait être normalement construit. Parce qu'on s'est aperçu que dans ces grands ensembles qui sont pour moi magnifiques et pour beaucoup de gens des horreurs, en fait, ils sont mal perçus parce qu'ils n'ont pas été finis. C'est-à-dire qu'on a construit les immeubles sur l'idée que devant, il y a des dalles et que tout ça serait des parcs merveilleux, des ruisseaux, il y avait des espaces pour les enfants, des jeux, il y avait tout ce qu'on voulait. Et tout ça n'a jamais été construit dans la plupart du temps. En revanche, le foncier, il existe. C'est-à-dire que ces grands ensembles ont été construits en hauteur et sur des très grandes parcelles. Donc ça, maintenant, aujourd'hui, c'est un énorme avantage. Vous verrez, on peut les renaturer, justement. Enfin, sauf quand c'est des dalles comme à Paris où c'est extrêmement compliqué. Mais bon, ils vont y arriver. Hein. On va démolir des parkings et les transformer. Voilà. Donc, alors, il y a la restauration, évidemment, du patrimoine bâti. On parle aussi beaucoup de réparation. Parce que là, on s'aperçoit que du point de vue sentimental ou du point de vue psychologique, le fait de réparer, ça plaît beaucoup aux gens. Parce qu'en plus, il faut que tout le monde adhère à ces projets. Hein. Parce que tout le monde paye. Hein. Quand vous avez une copropriété, les gens, ils vont savoir qu'ils ont leurs charges, ils ont tout, mais on va leur rajouter 1000, 2000, 5000 euros par an pour revenir à quelque chose d'habitable. Donc, voilà. Alors là, en fait, on parle beaucoup. Alors, on a parlé d'atténuation. En architecture, c'est très important. Mais on parle aussi beaucoup de déconsommation. Ça a été l'obsession. C'est le premier choc pétrolier, c'est consommer moins, consommer moins. Donc, consommer moins, ça veut dire isoler plus. Voilà, ça a toujours été ça. Et de la décarbonation, c'est aujourd'hui. Mais en fait, tout ça, finalement, tout ça, ça se résume par l'adaptation. Parce que c'est... Voilà. Donc là, je vous explique, c'est pour très vite, c'est les mots de l'aménagement. Parce que vous allez en entendre parler, et je pense que vous en connaissez déjà pas mal. Les UP, c'est ce qui a été construit justement dans cette période de l'après-guerre. Voilà, et on n'utilise plus tellement ce terme. Hein. Maintenant, ça, c'est devenu des QPV, des quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc maintenant, c'est ce qui a été résumé, entre guillemets, ce mot que j'aime pas du tout, les quartiers, avec tout le mépris qui va avec. C'est un problème. Donc vous avez l'ANRU, qui est très important, l'Agence nationale de renouvellement urbain, qui jusqu'à présent, était pas, jusqu'à il y a quelques années, ne se préoccupait pas du tout du réchauffement climatique, des changements climatiques. C'était vraiment, on parlait du foncier et des échanges, de la construction du foncier. Vous avez ça, l'Union sociale pour l'habitat, dont la présidente est Madame Manuelle Cos, qui était l'ancienne ministre du Logement. Et qui est écologiste et qui est très importante parce que c'est l'union de tous les bailleurs sociaux. Donc c'est les propriétaires finalement, entre guillemets, de l'ensemble d'une énorme partie du logement en France. Et alors ça, vous avez le truc qui s'appelait le ZSP, mais ça n'a pas duré très longtemps. Sécurité prioritaire, c'était pour la police, c'était pendant le gouvernement avec Valls. Hein, ça n'a pas duré très longtemps. Donc là-haut, vous avez l'objet du délit, qui sont les DPE.
diagnostic de performance énergétique. Alors ça, c'est un outil. C'est un outil alors que vous tous vous connaissez, vous avez acheté, vous avez vendu. Donc ça, c'est une série de c'est un protocole, on va dire. On demande aux diagnostiqueurs de donner leur avis. Alors pendant un moment, ils ont donné leur avis en regardant vos factures d'électricité, vos factures de gaz. Bon voilà, mais ça, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de gens qui trichaient pas mal, qui en donnaient une et pas l'autre. Enfin, il y avait des fausses factures. Enfin, c'était très folklorique. Et alors maintenant, on nous a demandé un DPE collectif. Alors ça, vous faites, au départ, c'était que les copros supérieurs à 200 logements. Après, ils ont baissé à 50 logements. Mais en fait, c'est une sorte de DPE moyen de tout l'immeuble. Donc, si votre voisin, lui, il a pas changé ses fenêtres, et ben vous êtes pénalisé. Donc, et alors là, la semaine dernière, oui, c'est ça. Finalement, ils sont revenus dessus en disant les collectivités ne sont pas prêtes. Bon, ils parlaient des investisseurs institutionnels ou alors des bailleurs sociaux. Et puis, en fait, de toute façon, les copropriétés privées ne sont pas prêtes non plus. C'est-à-dire qu'en fait, les outils ne sont pas au point. Et en revanche, c'était extrêmement difficile de revendre si vous aviez ces 2 DPE mauvais. Donc celui-là, là, il est en train d'exploser. Et je vais vous expliquer pourquoi après sur l'immeuble dont je parle. Voilà. Ici, là, c'est ce qu'on appelle l'isolation par l'intérieur. C'est ce qui a été fait. En gros, dès qu'on a commencé à se dire on dépense trop, on va isoler par l'intérieur. On va isoler, mais on ne savait pas isoler dedans, dehors. Donc on a isolé par l'intérieur. Après, on a isolé par l'extérieur. Donc ça s'appelait des murs mentaux. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont isolé par l'intérieur, puis par l'extérieur, ce qui fait un état de condensation absolument catastrophique. Et puis parce qu'ils avaient un petit peu froid, ils ont bouché toutes les ventilations. Donc ça n'a rien arrangé. Donc ça, c'est une catastrophe, parce que ça correspond, c'est des isolations qui correspondent au confort d'hiver, pas au confort d'été. Confort d'été, c'est plus compliqué que ça. Voilà. D'ailleurs, là, on voit bien l'isolation thermique par l'intérieur. La chaleur, elle rentre quand même jusque-là, puis après, elle finit par rentrer, parce que ça s'absorbe. Et par l'extérieur, ça s'absorbe un petit peu moins. Bon, mais enfin, ça finit toujours par passer, faut pas croire. Voilà. Alors, l'ANRU. Donc, l'ANRU, c'est l'Agence nationale de renouvellement urbain. Donc ça, c'est une énorme, c'est vraiment très important pour la gestion du patrimoine immobilier en France, du patrimoine public, j'entends. Donc la première chose, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est les chocs énergétiques qui ont fabriqué ça. Après, on s'est dit on va décarboner. Puis alors maintenant, on se dit ça va pas marcher, donc on va pas refaire toute la ville en la cassant comme on l'a fait il y a une quinzaine d'années. Il y a eu énormément de démolitions. Maintenant, on garde les immeubles et au cas par cas, c'est extrêmement rare qu'on démolisse, au cas par cas, on réadapte. On réadapte, ça coûte pas moins cher, faut pas croire. Mais déjà, ça pollue moins autour. Bon, c'est mieux décarboné, et puis en plus, on garde les gens, on peut travailler en site occupé, ce qui est très important. Parce que quand vous démolissez un immeuble avec 1000 personnes dedans, il faut les reloger, et ça peut mettre une vingtaine d'années, parce que les gens ne veulent pas partir la plupart du temps. Voilà. Donc voilà, alors ça veut dire on va faire avec, s'adapter. Donc en France... Après, je vais vous mettre des images. En France, il y a 35 millions de logements en France métropolitaine. C'est énorme, voilà. Donc, mais la construction neuve actuelle, qui est faite, ne représente que 1% du parc immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, en 2050, 80% de ce que nous habiterons est déjà construit aujourd'hui. Déjà construit, ça veut dire dans une ville comme Lyon, il m'a beaucoup fait rire, Lionel, ce matin, avec ses plus 20 la nuit, parce que nous, on a plus 36 la nuit. Donc, à minuit, on a 36. On a encore 36 à Lyon, par endroit. Donc, ça baisse. On est content vers les 5 heures du matin quand on a plus 30. En plein été, en pleine canicule, j'entends, pas toute l'année. Bon. Voilà. Donc, il y a 80% du parc immobilier qui est déjà construit. Donc, 28 millions de logements sont là.
Donc c'est sur cela qu'il va falloir travailler. À Paris, c'est plus que ça, parce comme il n'y a plus de foncier, on ne va pas en construire d'autres. Donc sur ces logements, il n'y en a pratiquement aucun qui est adapté pour un réchauffement de 4 degrés. En travaillant bien, on va arriver à les adapter pour 1 ou 2 degrés de plus. Mais après, on n'a pas la solution. Je suis très pessimiste. On n'a pas encore la solution. Voilà. Donc les logements adaptés. Alors, dans ces 80%, on trouve évidemment les populations ce qu'on appelle les plus à risque. Alors, ce n'est pas les plus à risque du point de vue politique, émeute et tout ça. C'est celles qui ont le plus à risque de se retrouver extrêmement mal. Donc, c'est celles dont vous parliez tout à l'heure, qui étaient les populations pauvres, en fait, à qui on demande d'être les plus solidaires, systématiquement. Les autres, on ne leur demande pas tellement. À Lyon, vous avez 3 collines, comme on dit. On a la Croix-Rousse, qui est la colline qui travaille, historiquement. On a donc la Fourvière, qui est la colline qui prie. Et puis maintenant, depuis quelques années, on a la Duchère, donc où il y a l'immeuble que je vais vous présenter, et qui s'appelle maintenant la colline solidaire. En fait, c'est la colline des pauvres, parce qu'on ne leur demande pas leur avis. Mais ils le sont en plus solidaires, on est très gentils. Voilà. Alors que le parc social, donc il y a 18% des ménages qui sont locataires de leur résidence principale en parc social, mais la crise du logement, elle est énorme. Elle est durable, elle est extrêmement forte, et alors elle n'est pas uniquement sur le parc social, parce que sur le parc social, il y a, je crois, 2,4 millions de ménages qui attendent un logement social. Donc c'est énorme. Je crois que je l'ai mis là. Oui, c'est ça. 2,4 millions de ménages sont en attente de logement social, mais dont 1,8 million n'ont jamais habité en logement social. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement des nouveaux arrivants jeunes. C'est aussi des gens qui ont été propriétaires et qui face aux travaux justement d'adaptation qu'ils doivent faire, renoncent à être propriétaires. C'est-à-dire ils revendent ou ils redonnent à leurs enfants, et eux, ils demandent à aller en logement social parce qu'ils ne peuvent plus payer à la fois les charges et les emprunts pour faire les travaux, ce qui est quand même déjà un problème. Le parc privé est très vieillissant. Il y a encore moins de fonds que pour le parc public, donc, parce que c'est de l'argent, les gens sont devenus propriétaires. D'ailleurs, un des problèmes qui a été soulevé, qui était assez étonnant, c'est qu'à une période, en fait, les bailleurs sociaux se sont dit, tiens, c'est un peu compliqué à gérer, mais les locataires, ils vont s'en arranger. Donc, ils ont revendu à leurs propres locataires, qui étaient des locataires sociaux, ils leur ont revendu leurs appartements, ce qui paraissait une très bonne idée. Sauf que ces locataires-là, ils n'ont pas plus de revenus qu'ils les avaient quand ils étaient locataires. Donc, ils peuvent payer leurs charges, ils ont payé leur appartement, ils peuvent payer leurs charges, c'est déjà limite, mais après, ils ne peuvent absolument pas payer des nouveaux travaux, ni l'entretien, ni tout le reste. Donc, il y a une paupérisation des anciens logements sociaux revendus à leurs propriétaires, à leurs locataires. Alors, une des solutions, c'est que des sociétés publiques essayent de racheter ces appartements, ou non pas les appartements, mais uniquement le foncier, en bail social solidaire. Voilà, donc, mais ça ne marche pas. Ils n'y arrivent pas. Les gens qui sont devenus propriétaires un jour n'ont pas du tout envie de revendre à un bailleur social sous une autre forme. Voilà. Donc, la rotation des logements sociaux, c'est 350 000 logements par an, et c'est extrêmement peu. Voilà. Donc ça, c'est la crise du logement. Et ça, c'est le nombre de mises en logement par an en France qui descend comme ça. Alors, ils ont prévu que dans 10 ans, on n'en construirait carrément plus. Donc, on ne sait absolument pas comment faire. Voilà. Alors ça, c'est la charte d'Athènes. La charte d'Athènes, en gros, c'était pour faire un aménagement urbain de manière, si vous connaissez la cité Le Corbusier, la maison radieuse, vous voyez, c'est un gros bloc, en fait, un gros bloc sous lequel on passe, et effectivement, ça a laissé de la surface au sol pour être voilà, aménagé. Alors ça, ce sont des cartes postales. Parce qu'à l'époque, quand on construisait un immeuble, un grand ensemble, on en était content et fier.
Et les gens qui ont habité là, c'était un énorme avantage pour eux, hein, parce qu'avant, c'était les bidonvilles. Il faut quand même se rappeler d'où ils venaient. Là, je peux plus trop vous dire où c'est, celle-là. Celle-là. Alors celle-là, je vais vous montrer celle-là, si vous regardez bien. Donc ça, c'est l'immeuble que je vais vous présenter. C'est la Duchère à Lyon, là, c'est où j'habite. Ça va être explosé. Dans pas longtemps, grignoter, exploser. Parce qu'il y a deux solutions. Maintenant, on grignote ou on explose. Ça, c'est conservé, évidemment, puisque ça, c'est labellisé patrimoine du XXe siècle. La tour panoramique qui est ici aussi, vous la verrez tout à l'heure. Ça, il est gardé. Celui-là, il a été entièrement réhabilité avec une épaisseur de façade. Alors, on multiplie évidemment les ascenseurs, en fait, tout un bazar. Et là, tout ça, ça a été détruit. Tout ça. Tout ça ici aussi. Voilà. Il ne reste plus que 1, 2, 3, 4 grands immeubles. Et ici, donc vous voyez, un très grand parc. Vous voyez ces parcs dont je parlais tout à l'heure? C'est quand même intéressant. Alors là, vous voyez, ça, ah oui, je vais mis celle-là parce que ça, c'est l'exemple de ce qui aurait dû être végétalisé, qui l'a jamais été. Alors quelquefois, ça a été végétalisé, mais ça n'a jamais été entretenu. C'est-à-dire que vous avez des voitures qui se garent absolument partout. Donc, bon, quand vous y êtes, ça, c'est sûr que c'était pas une bonne idée. Voilà, donc ça, c'est la même image donc, de l'immeuble dont je vais vous parler qui est là. Voilà. Et vous voyez ce parc-là qui est gigantesque, qui fait 11 hectares. Hein. C'est le deuxième parc de la ville de Lyon que personne ne connaît, à part nous. Enfin, voilà. Donc ça, c'est notre immeuble vu depuis la tour panoramique. Alors, comme ça, c'est de l'architecture brutaliste. Hein. Donc cet immeuble, il est labellisé patrimoine du XXe siècle, ce qui est maintenant architecture remarquable, parce que c'est plus le XXe, c'est le XXI. Et c'est un immeuble qui a été construit donc, par Jean Dubuisson en 1967. On a fini en 1967, donc 64-67. Vous voyez, il y a une surface de toiture ici qui est de 2500 mètres carrés. Là, vous avez 17 mètres de largeur. Et tous les appartements sont traversants, ce qui est un énorme avantage. Et donc, dans cet endroit-là, alors ça fait, il fait 16 niveaux de ce côté et il fait 19 niveaux de l'autre, parce que c'est construit dans la pente. Vous verrez après. Ici, c'est 165 mètres de long. Et alors, ce qu'il y a, c'est que cette hauteur-là, elle était donnée, parce que, en fait, pour éviter d'être dans les immeubles, classés dans les immeubles de grande hauteur, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes de sécurité, tous les immeubles s'arrêtent à 49 mètres 99, hein, parce que c'est 50 mètres. Donc, ce qui compte, c'est pas l'acrotère, c'est pas cette partie-là, c'est la dalle d'ici. Voilà, à cet endroit-là, il faut que ça fasse moins de 50 mètres. Voilà. Donc, ils ont tous la même taille, la même forme, la même largeur. Donc, on peut dire que ça a été extrêmement bien pensé, parce que ça fait, comme c'est pas très large, ça fait, vous verrez les plans, c'est des immeubles, des appartements tous traversants, ce qui est extrêmement important, et qui va être maintenant, d'ailleurs, obligé, entre guillemets, dans la mesure du possible, pour les nouvelles constructions. On va refuser systématiquement les appartements, de mettre 2 appartements tête à tête, alors qu'on pourrait les mettre traversants, pour des histoires de ventilation et de confort d'été. Donc là, la labellisation, c'est quand même une particularité. Ça veut dire que nous, dans un immeuble comme ça, on a les mêmes prérequis que les autres pour beaucoup de choses. On doit faire la même isolation, sauf qu'on n'a pas le droit de toucher aux façades. On n'a pas le droit de toucher à rien puisqu'on est labellisé, comme les monuments historiques. Alors, le prérequis que j'ai mis là, je vais commencer par ça, c'est une étude patrimoniale. C'est-à-dire que, on dit, hop, tous ces immeubles, ils font faire, si vous êtes copropriétaire, je vous le dis, ça vaut à peu près entre 40 et 50 000 euros. Voilà, une étude patrimoniale, c'est ça. Et ça, c'est très intéressant à faire parce que ça s'occupe du patrimoine, évidemment, de l'esthétique, de l'harmonie, de l'architecture, des couleurs, de tout. Mais ça s'intéresse aussi à la thermique. Ça fait partie de l'étude patrimoniale. Et ça, c'est très important. Donc, thermique d'été, thermique d'hiver. Ça pose les diagnostics et ça donne une petite partie des solutions, parce que bon, le problème, c'est ça. Et donc, il y a quand même, vous voyez, il y a quand même des institutions qui s'en occupent beaucoup de tout ça. C'est le gouvernement. Donc, nous,
on fait partie d'un protocole qui s'appelle Réa Héritage, ce qui est mis là. Et Réa Héritage, en fait, c'est une expérience, et c'était même un concours sur toute la France, d'immeubles qui avaient été labellisés ou pas, mais qui étaient intéressants, et que le ministère de la Culture plus le ministère de l'Environnement voulaient protéger tout en faisant des expériences pour les adapter au réchauffement climatique. Je ne sais pas si vous voyez un peu la problématique, mais elle est complexe. Hein. Donc ici, vous avez tous les partenaires. Donc évidemment, il y a l'Ordre des architectes, le CAUE, tous les partenaires, tout le monde essaye dans ça. Par exemple, essayer d'adapter cet immeuble au réchauffement, mais sans toucher à la façade, eh ben c'est très difficile. Parce que soit vous lui mettez un manteau autour, comme on faisait autrefois, mais on ne peut pas là. Donc on va essayer de trouver des astuces. Donc trouver des astuces pour voilà, la tour panoramique, par exemple, celle-là, là. Eh bien, ça, c'est la même chose. Nous, on est derrière. La tour panoramique qui est labellisée ici, c'est extrêmement difficile de l'isoler par l'extérieur. Par l'intérieur, on n'en parle même pas. Les gens ne veulent même pas isoler par l'intérieur. Actuellement, c'est quand même perdre beaucoup de mètres carrés. Donc déjà, ils ne veulent pas. Ils votent contre. Donc voilà, c'est très compliqué. Ici, vous avez ce fameux... alors, il est dans l'autre sens. Ils l'ont mis à l'envers, ce truc. Mais enfin, bon, ça fait rien. Ce fameux parc du Vallon. Et ça, c'est un énorme atout pour ces quartiers. Donc ici, vous avez des reconstructions. Ici, il y avait une très grande barre qui faisait tout ça. Bon, tout ça, ça a été reconstruit. Et tout ça, c'est des parcs et des jardins. Donc ça a été extrêmement bien fait, hein, le renouvellement urbain de ce quartier de la Duchère, qui était vraiment un quartier... Donc vous voyez ici que bon, on a évidemment quelque chose de très dur à l'extérieur, qu'on appelle les Écossais, mais qui est à la fois très dur ici et très transparent ici. C'est-à-dire que vous le verrez, ici, là, c'est construit sur... Voilà, on le voit ici, c'est construit sur des pilotis, un peu comme la maison radieuse, la maison radieuse ici. Voilà, c'est construit sur des murs de refend. Ce n'est pas des pilotis, c'est des murs de refend. Donc c'est traversant dans les deux sens. Donc nous, on va utiliser ça. Et on a aussi un énorme avantage par rapport à beaucoup d'immeubles des logements, de la reconstruction, c'est qu'on n'a pas une façade lisse. C'est-à-dire qu'on est entièrement vitré derrière cette grille en béton. C'est un immeuble entièrement en verre. C'est-à-dire il est vitré de plafond à sol et de mur à mur. C'est-à-dire qu'on n'a aucun mur à l'intérieur. Donc de toute façon, à part changer les vitrages, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Voilà, vous le verrez tout à l'heure. Hein, c'est impressionnant. Hein. Voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la transparence. Voilà, ici, c'est l'entrée, c'est le hall monumental. C'est un seul hall. Bon, là, il se trouve qu'après, on a divisé en deux copros. Donc, bon, il y a deux couleurs différentes. C'est pour ça qu'on les a mis comme ça. Mais ça, c'est entièrement transparent. Et tout cet immeuble est tenu uniquement par ces murs de refend. C'est-à-dire, refend, ils sont perpendiculairement à la façade que vous voyez. Perpendiculaire à la façade que vous voyez. Ah, j'étais trop loin. Voilà. Alors ça, c'est la façade est. Donc c'est la même, exactement la même, hein, au centimètre près. Mais ici, en plus, vous avez des petits appartements qui sont là contre terrier. Vous avez des sous-sols. Alors ici, voilà le hall. Voilà. Ici, là, c'est le hall monumental. Donc vous voyez, c'est plutôt doux comme construction. C'est pas du tout aussi effrayant que ce qu'on voit de l'intérieur. Et c'est extrêmement convivial. Ça a été pensé comme ça. Il y a énormément de petits bancs comme ça qui sont collectifs. Donc là, c'est la rue intérieure qui correspond à celle de Le Corbusier au 6e, je crois, 7e, à Nantes. Ils ne sont pas toujours au même endroit. Donc ici, on a des jardins intérieurs que certains ont commencé à investir pour mettre des salades et autres choses du même genre. C'est assez folklorique des fois. On les retire les jours des journées du patrimoine, c'est-à-dire demain, parce que c'est un peu folklorique. Et vous voyez qu'ici, en fait, c'est traversant. Alors, ça fait un peu des vues japonaises. C'est un architecte qui voulait absolument construire. Là, vous êtes dans la partie. Vous faites pas la différence entre la partie qui était du logement social
et la partie qui est du logement privatif dès l'origine, privé dès l'origine. Il n'y a aucune différence. C'est construit pareil, c'est les mêmes matériaux. Il se trouve que Dubuisson préférait mettre beaucoup moins sur les fondations, ce qui nous inquiète un peu, et beaucoup plus sur l'esthétique et sur la beauté. Alors c'est tout basé sur le nombre d'or. Enfin, c'était vraiment c'était du logement social de très haut luxe, mais à prix social. Donc c'était déjà possible. Il faut se dire que c'était possible. C'était un architecte qui travaillait énormément et qui, pour insister, qui habitait ce qu'il construisait. Voilà, il a fait des très beaux immeubles à Paris où il a vraiment habité dedans. Donc là, vous avez, je vais vous montrer ce que c'est que la pente. Alors ce dessin-là, d'accord, alors on va aller vite. Alors ici, là, ce dessin, il est important. Parce que dans les solutions et dans les problèmes, vous allez voir, c'est là que je vais vous montrer finalement l'essentiel de ce que je vais vous montrer. Ici, là, vous avez des gaines sur toute la hauteur. Ici, vous avez une possibilité qu'on pourra prendre en géothermie. Là-haut, vous avez une possibilité d'utiliser le vent. C'est très important. Ici, vous avez une possibilité de ventiler comme ça. Et tous les appartements se ventilent comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, celui-là, là, il est ventilé comme ça. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Ici, vous avez, alors ça, c'est aussi une autre chose qu'on va réhabiliter. Vous avez des gaines absolument partout. Donc, il y en a ici. Il y a des gaines de ventilation ici. Il y en a ici, bien sûr, parce que c'est les toilettes et les WC. Il y en a une ici aussi, qui est l'ancienne gaine de vide ordure, et qu'on aimerait récupérer pour faire circuler de l'eau refroidie. Qui nous permettrait, alors c'est celle-là ou celle-là, et on refroidirait de l'eau, et voilà, on la ferait circuler par là. Ici, donc vous l'avez dans alors il y a des choses assez surprenantes qui se passent. Ici, là, vous avez des espaces nuits et des espaces jour. Pour ventiler comme il faut que l'air rentre ici, puis il y a quelque chose qu'on appelle la convection. Donc, l'air va rentrer comme ça. Alors, il va circuler comme ça. Le problème, c'est qu'ici, les adolescents, ils ferment les portes, ce qui n'était pas prévu au départ. Ce qui fait que les ventilations, là, se font plus. Donc, on va essayer de trouver des systèmes d'imposte qui existaient autrefois, qui existaient aussi dans les usines, d'ailleurs, pour pouvoir faire circuler l'air, faire circuler le coussin d'air chaud qui est en plafond, et faire circuler cet air sans gêner les adolescents qui sont derrière. Parce que les enfants laissent ouvert, les parents laissent ouvert, mais les ados, ils ne veulent pas laisser ouvert. Donc c'est un problème. Ici, beaucoup de gens ont évidemment cassé cette cuisine, donc il y a une circulation vraiment d'air comme ça. Et donc voilà, on voit très bien toutes les gaines qui sont ici et qu'on va récupérer pour faire circuler de l'air et de l'eau verticalement avec des souffleries. Donc ça, c'est les fenêtres d'origine. Il y a quelque chose de très important ici. Vous voyez ici, ça, ce sont les rideaux d'origine, les stores d'origine qui sont avant, qui ne sont pas des rideaux intérieurs, qui sont des rideaux extérieurs. Hein. Et ici, ces rideaux vont être déplacés ici. C'est-à-dire, on va être autorisé à les mettre en extérieur de la façade. Enfin, en extérieur, non pas en extérieur de la façade, ici, là. Voilà, donc ils vont être visibles de l'extérieur, mais ils vont fabriquer une ombre ici qui va être très, très importante. Parce qu'on va chercher, ah oui, alors nous, on ne va chercher que le rafraîchissement passif. Parce qu'on n'est pas calibré, ces immeubles ne sont pas calibrés pour avoir... Donc une allée, ça fait 50 appartements, 50 climats, c'est pas possible. Donc c'est très simple, on ne peut pas les mettre. Alors la question c'est est-ce qu'on tire au sort pour savoir qui va avoir la clim et qui ne l'aura pas. Mais on ne trouve pas de solution. C'est-à-dire il a été voté pas de clim dans l'AG. 5 minutes après, il y avait tous les marchands de clim qui étaient en train d'installer des clims parce qu'ils avaient tellement peur. Non, mais les fins d'AG, c'est... Voilà. Alors ça, en dernier, je vous montre ce que c'est, par exemple, qu'une adaptation possible avec des systèmes qui s'appellent Wind Mine Roof, où on récupère du vent, c'est comme des machines à laver, en fait, un peu. On récupère du vent, et en plus, ici, c'est du solaire. Donc tout ça, parce que le problème, c'est de fabriquer du froid pour des gens qui ne peuvent à peine payer leur charge d'hiver.
Aller fabriquer du froid, c'est encore plus cher. Donc, c'est à peu près impossible. Donc, on va utiliser l'eau le plus possible, faire circuler l'eau, puisqu'il y a des tas de systèmes. Donc, je vous montre ça, c'est ce qu'il faut faire, mais on l'a dit ce matin, ça, la renaturation, les zones humides en ville, l'inertie. Alors ça, c'est ce qui se fait en Grèce, c'est ce qu'on ne veut pas exactement sous cette forme, c'est-à-dire les immeubles entièrement recouverts de stores à l'année. Donc ça, ils ne sont pas trop déchirés, ceux-là. Mais voilà. Et ça, c'est pour finir, j'ai 2 images. Alors celle-là, ça, c'est ce bâtiment. C'est le même bâtiment là et là. Donc là, c'était un logement, c'était un bâtiment extrêmement lisse. En fait, vous voyez, les gens ne sont pas protégés de rien. C'est impossible de se protéger. Donc, ce qu'ont fait les architectes, qui sont Lacaton et Vassal, c'est remettre devant. On le voit ici. Ils ont fiché des grandes tiges à l'intérieur des logements. Ils ont rajouté cet espace-là pour protéger du soleil. Voilà. Et ça donne ça. C'est mieux, hein? Ah oui, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ils ont eu le prix Fritzer pour ça. Là, ce sont évidemment tous les pare-soleil qu'on peut imaginer. Donc voilà, nous, le nôtre, pour l'instant, il est là, extérieur, c'est-à-dire à ce nu-là, au nu de la façade. Mais il va falloir travailler là-dessus dans tous les logements. C'est-à-dire beaucoup de logements, d'immeubles que vous voyez, vont être complètement empapillotés. Oui, c'est ça. On va faire une espèce de papillotage. Bon, alors ça, vous connaissez sans doute, c'est ce qui s'appelle les tours à vent, donc c'est en Iran. Donc ça, c'est très important, parce qu'il y a 2000 ans, on savait créer du vent, du froid avec ce système-là. Voilà, vous voyez, ça marche très bien. Vous chercherez sur Wikipédia, parce que ça vient de là, celle-là, je crois. Donc ça s'appelle la tour à vent, le Badgir. Ça, c'est le système qu'on va mettre autour des places, forcément, parce qu'il va falloir, on ne pourra plus traverser les places en diagonale, il va falloir refaire des arcades. Et ça, c'est le système des puits canadiens, des puits artésiens, tout ce qu'on veut, avec des puits. Alors à Lyon, il y a une particularité, c'est qu'il y a de l'eau à peu près sous tous les bâtiments autour de la Saône et du Rhône. Ça marchait très bien, ça rafraîchissait toutes les cours intérieures, et tous ces puits, ils ont été fermés. Et donc, ça ne sert plus à rien, donc il va falloir les rouvrir. Voilà. Et puis là, c'est celui que je préfère. Donc nous, le but, c'est le sud comme horizon, parce que finalement, il va falloir demander aux gens qui savent, c'est-à-dire les architectes africains, les architectes d'Iran, les architectes indiens. Donc on va aller leur demander. Et là, c'est la première fois que un Burkinabé, un Africain, qui construit en Afrique à ce prix qui est international. D'habitude, c'était toujours Norman Foster, tout ça, ou des Japonais, des Américains. Et voilà, c'est la première fois qu'ils l'ont. Et là, il doit faire, 50 dehors, et il fait 22 degrés à l'intérieur. Donc là, vous avez de l'eau, vous avez des murs épaissis, vous avez de l'argile, vous avez des petites fenêtres. Voilà, là, tout y est. Voilà, on va aller leur demander à eux, parce que c'est eux les plus forts pour ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup.